À toutes et à tous d'être avec nous pour cette dernière séquence grand débat de Ruralytique 2018 consacrée à l'inclusion numérique. Incluer, il en restera toujours quelque chose. C'est un petit peu le sujet. Non, c'est vrai que effectivement, ces milliards d'investissements, ces millions de fonctionnements investis pour le coup dans le numérique n'ont de sens que s'ils contribuent à je dirais, à améliorer la vie des gens, la vie de vos administrés. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a encore 30% de la population française qui n'est pas à l'aise avec tout ça. Le numérique n'est pas supposé être une machine à exclure, mais il faut apporter des correctifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des transitions des époques, et tout le monde ne transite pas, ne pivote pas à la même vitesse, et il est de la responsabilité de l'action publique de ne laisser personne au bord de la route. C'est de ça qu'on va parler. C'est de ça qu'on va parler parce que c'est un sujet qui est devenu territorial. On aurait pu penser national, mais en réalité, les sujets nationaux ont toujours des déclinaisons et des réalités territoriales. J'en veux pour preuve, effectivement, en décembre dernier, Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, qui demande que soient mis en place des schémas départementaux d'inclusion numérique. Alors sur une plaque départementale, mais sans vraiment dire, on y reviendra avec Claude Riboulet, sans vraiment dire que c'était au département de faire. Donc quoi qu'il en soit, l'État a jugé que l'échelle départementale à minima était l'échelle pertinente pour réfléchir à cette question de l'inclusion numérique, puisque les conseils départementaux sont chefs de file de l'action sociale. Mais il y a aussi les communes qui sont au quotidien, à travers les CCAS, au quotidien, au contact des populations les plus fragiles, dont on s'aperçoit qu'il y a une vraie superposition entre ceux qui sont exclus d'Internet et puis ceux qui sont exclus un peu du reste aussi. Voilà, donc, sans plus attendre, je vais demander à Claude Riboulet, président du département de l'Allier, Samy Kefi-Jérôme, conseiller régional, Auvergne-Rhône-Alpes, Pierre Matonnier, maire d'Aurillac, et Jean-Antoine Mons, vice-président du conseil départemental du Cantal, de bien vouloir me rejoindre en musique. Merci. Et aujourd'hui, c'est Quincy Jones, parce que pendant 2 jours, pour ceux qui étaient là, c'était Claude François. Pour une chanson que personne ne connaissait, qui s'appelle « À la campagne ». Donc, sans plus attendre, effectivement, Claude Riboulet, voilà, l'État dit « Allez, faites des schémas départementaux d'inclusion numérique ». Alors, il ne vous le dit pas à vous directement, mais c'est un petit peu ce que vous avez entendu. Je rappelle que vous êtes donc président du département de l'Allier et président de la commission innovation au sein de l'Assemblée des départements de France. C'est déjà à ce titre-là, surtout, je vais intervenir et je vous remercie évidemment de l'invitation ici à Ruralytique pour cette table ronde. La première chose, c'est qu'il faut juste rappeler que le département, depuis longtemps, s'intéresse à cet enjeu de longue date des problématiques d'inclusion numérique. Je ne vais pas parler des infrastructures, même si ça reste des sujets. Je ne vais pas parler des usages, même si pas que des smart cities, mais aussi des smart départements. Et aujourd'hui, c'est très bien effectivement que les départements soient, avec l'Assemblée des départements de France, un des acteurs de la réflexion qui se passe au niveau national. L'état des lieux fait par le secrétaire d'État, Mounir Majoubi, est important. Effectivement, 13 à 14 millions de nos concitoyens qui sont dans l'exclusion numérique, à savoir soit qu'ils n'ont pas d'outils, soit qu'ils n'ont pas de connexion, soit qu'ils n'ont pas la maîtrise de ces outils, et parfois ces raisons sont cumulatives, ce qui alourdit le handicap. Il ne faut pas oublier qu'à côté de ces 13-14 millions de Français qui sont dans l'exclusion numérique, il y a aussi 12 millions de jeunes scolarisés, de l'école jusqu'au lycée. Et que éviter l'exclusion numérique que l'on constate avec 13 millions de Français, c'est commencer par s'intéresser aux 12 millions de jeunes qui sont aujourd'hui dans le système d'éducation nationale et qu'on a sous la main, parce que là, on peut leur éviter très clairement à eux de se trouver dans une fracture numérique, qui ne sera pas d'ailleurs forcément une fracture de maîtrise de l'outil, mais qui sera, j'y reviendrai peut-être, j'essaierai de tenir mes 6 minutes, une fracture de qu'est-ce que c'est aujourd'hui que de bien maîtriser le numérique, au-delà de savoir utiliser une tablette, un smartphone, que sais-je encore. Bon. Le travail qui a été mené depuis le début de l'année, je le dis très librement, est un très bon travail de fond. Il n'y a pas que l'ADF qui a été associée, les associations d'élus, des associations type Connect, Equity Care, etc. est un travail de très très grande qualité. Et aujourd'hui, un certain nombre
de mesures qui sont proposées par le gouvernement sont des mesures pertinentes. Les différents kits qui sont en ligne, il faut le dire, sont des kits qui paraissent efficaces, qui vont pouvoir tout de suite amener des réponses. Et c'est à ce titre-là que l'ADF s'est positionnée et que la commission numérique qui s'est réunie le 15 juin dernier à Pau, à l'invitation de mon prédécesseur Jean-Jacques Lasserre, a pris position sur quelques idées simples que je partage avec vous. Premier point, on a l'enjeu des aidants numériques. Premier niveau de qualification. Les aidants numériques, c'est aussi bien nos travailleurs sociaux, les assistantes polyvalentes de secteur, que les secrétaires de mairie, que tous ceux qui sont animateurs des maisons d'accès des services au public. C'est le premier guichet, le premier niveau. Et là, pour les aidants numériques, le kit d'intervention rapide est déjà une bonne chose. Deuxième niveau, c'est la question de la médiation numérique. Où là, il faut aller un tout petit peu plus loin que l'accompagnement de la démarche, mais où on a effectivement un rôle de médiation. C'est pas un gros mot, c'est un mot d'ailleurs qui, dans l'histoire des politiques publiques, a du sens. On parlait il y a quelques années, encore aujourd'hui, de médiateurs de rue. On parle de médiation culturelle, parce qu'on se rend compte que la culture n'est pas naturellement et nativement accessible à tous, et qu'il faut pas avoir des politiques de médiation culturelle. Et là, il y a un enjeu de médiation numérique qui est très important, qui relèvera d'un maillage territorial. Troisième recommandation, qui est dans le rapport, c'est la généralisation du chèque numérique. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on va le financer, ce chèque numérique. Et là, l'ADF a une position qui peut paraître un peu plus difficile à assumer, mais peu importe. Aujourd'hui, il y a un rapport qui a été rendu au ministre qui dit que, grosso modo, l'enjeu des gains de la dématérialisation, c'est 1,2 milliard d'euros par an sur 10 ans. Que l'enjeu des gains pour les administrations dans leur processus de dématérialisation, c'est 450 millions d'euros. Alors, moi, sur le principe de faire des économies et que les outils numériques soient un bon support pour faire des économies de fonctionnement, notamment dans les collectivités, je ne vais évidemment pas contrarier cette facilité-là. Sauf que l'idée, c'est qu'on constate en même temps que beaucoup de nos concitoyens, pour la carte grise, excusez-moi d'être trivial, c'est le bordel. Pour la carte d'identité, c'est la même chose. Pour les déclarations diverses et variées en ligne, idem. Donc, nous, ce qu'on propose du côté de l'ADF, c'est de dire qu'il pourrait y avoir une contribution financière des dématérialisateurs, privés et publics, pour dire vous allez faire des économies par des procédures dématérialisées, parfait, mais consacrer une partie de ces économies pour abonder l'accompagnement des médiateurs et des formateurs ou des animateurs. Accessoirement, il n'y a pas de formation. C'est un métier nouveau, c'est un métier à consolider. Il y a des gens qui sont qualifiés pour le faire. On n'a pas aujourd'hui consacré, y compris au sein du CNFPT par exemple, des modules de formation pour dire que tel ou tel agent territorial peut devenir un médiateur numérique, ou qu'on ait des formations niveau bac, bac plus 2, que sais-je, peut-être ça se discute, pour avoir des médiateurs numériques, et que là on pourrait avoir une contribution des dématérialisateurs pour abonder ce fonds, pour dire, puisqu'il y a des économies à faire, encore faut-il que ceux qui ne peuvent pas spontanément procéder par des procédures dématérialisées puissent être accompagnés, y compris en termes d'infrastructure. Ça c'est très très important, et on ne souhaite pas nous être jacobins là-dessus, on pense que ça doit partir du volontariat des collectivités territoriales. Alors vous évoquiez la question des départements par rapport à l'inclusion numérique, oui on est volontaire. En tout cas, ce que je peux dire, sans me tromper, c'est que les 17 départements qui étaient à la commission à Pau le 15 juin ont tous, à l'unanimité, fait part de leur volonté de s'engager dans cette démarche-là. Vous le disiez en propos liminaire, on en a un peu parlé en préparant cette table ronde, je le dis aussi très librement ici. Allez, il y a une petite astuce. Le gouvernement n'a pas souhaité dire ce seront les conseils départementaux qui seront la collectivité pivot pour coordonner, fédérer les actions d'inclusion numérique sur l'ensemble d'un territoire. Bon. Quelles qu'en soient les raisons, ce n'est pas le sujet, on ne nous a pas identifié comme la collectivité qui aurait cette mission. Mais, c'est une subtilité de langage, en revanche, je voulais rappeler, le gouvernement dit, c'est bien le périmètre du territoire départemental qui est le périmètre pertinent pour mener et coordonner les politiques d'inclusion territoriale. Quand on est vice-président de département, président de département, conseiller départemental, ça fait longtemps qu'on est convaincu qu'on ait une échelle intermédiaire qui est pertinente dans cette action. Donc, moi ce que je revendique au nom des départements, la commission, c'est deux choses. D'abord, l'insertion, l'inclusion, et c'est notre métier. Accompagner des personnes handicapées, accompagner des personnes âgées dépendantes, accompagner des personnes au RSA dans la recherche d'emploi. Et c'est le cœur de métier de la solidarité des départements, des solidarités humaines. Donc, accompagner l'inclusion numérique, ça fait partie des gènes des conseils départementaux. Et du reste,
quand on parlait des 13-14 millions de Français qui sont dans l'exclusion numérique aujourd'hui, moi j'ai posé la question au ministre Majoubi quand Dominique Bussereau présidait la délégation, est-ce que l'étude a fait ressortir combien dans ces 13 millions il y a de Français bénéficiaires de l'APA, bénéficiaires de la BCH, bénéficiaires du RSA? Malheureusement, il n'a pas le détail. Enfin, on finit nos doigts mouillés, sans se tromper, il y a fort à parier pour qu'on ait des gens handicapés, âgés dépendants ou en insertion qui doivent avoir des problèmes d'inclusion numérique. Ça tombe bien, ce sont des personnes aussi accompagnées par des départements. Alors ce qu'on propose concrètement pour répondre à ça, comme on ne nous a pas positionné, nous, les départements, officiellement comme la collectivité chef de file et coordinatrice, moi j'ai proposé qu'on contourne un peu le truc. Les départements, en revanche, sont, avec l'État, chargés de la mise en place des schémas départementaux d'accessibilité des services au public. Ces schémas sont délibérés par les assemblées départementales, les préparés par les préfets, et ils sont ensuite actés au niveau de la conférence territoriale régionale. Eh bien, si on le veut, il nous suffit de mettre à jour ce schéma départemental pour décliner le volet numérique, de le faire délibérer par nos assemblées, et à ce moment-là, si on le souhaite, de façon volontaire, le département peut s'afficher et s'imposer comme la collectivité qui va fédérer cette inclusion avec les associations, avec les autres collectivités territoriales de proximité, par le biais du pilotage du schéma départemental des services au public. Et puis la deuxième chose qu'on a proposée aussi, après il s'agira de mettre en place concrètement, mais comme je vous disais qu'on accompagne déjà au titre des solidarités humaines les personnes âgées, les dépendantes, les personnes handicapées et les personnes en insertion, il s'avère que cet accompagnement, c'est aussi mettre en place des plans d'aide. Aujourd'hui, concrètement, quand, pour une personne âgée qui rentre dans la dépendance à son domicile, on lui affecte un plan d'aide de 120, 140 heures de ménage. D'abord, il faut dire les choses. Il y a rarement 140 heures réellement qui sont effectuées. Entre le taux d'exécution et le taux du plan d'aide, il y a toujours un peu de fraude. Mais moi, je ne serais pas scandalisé, je pense même que ça serait très efficace de dire à cette personne âgée-là, au lieu de lui mettre 140 heures de ménage, on va lui en mettre que 136. Par contre, on va lui mettre 4 heures de médiation numérique à domicile, avec le chèque numérique. Ça, c'est du service à la personne. C'est non délocalisable. C'est donc de l'activité d'accompagnement de service local. C'est de surcroît, je le pense, probablement de l'intergénérationnel, parce qu'il y a fort à parier pour que ce soit quelques jeunes étudiants qui, le week-end, puissent aller, quand ils sont rentrés à la maison, revenant de la fac, faire cette médiation numérique à domicile chez la personne âgée dépendante. Et c'est déjà financé dans le cadre de nos plans d'aide. Idem dans les parcours d'insertion RSA, idem dans les parcours d'accompagnement de la prestation de compensation du handicap. Donc je pense que la formation, l'éducation, la mise à niveau citoyenne du numérique, le département, par le biais de ces publics-là, peut l'accompagner et le financer par simple décision de dire dans les plans d'aide, il n'y a pas que des heures de ménage, il y a aussi des heures d'intervenants, médiateurs, on appellera comme on voudra, numériques, dans l'accompagnement personnalisé. Voilà des propositions extrêmement concrètes, et promis, je vais me taire, mais je vais conclure sur autre chose. Voilà des propositions extrêmement concrètes qui permettent, si on le souhaite, au département de se positionner comme une collectivité pivot, d'articulation avec l'ensemble de son territoire sans exclusion aucune, dans son cœur de mission de solidarité que l'on connaît bien, et avec des moyens quasiment constants que l'on peut mobiliser. Ma conclusion, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tout ça est très beau, c'est très bien. Mais si on n'a pas, très vite, et là on est dans la tête, une position claire en matière d'éducation nationale, on va ramer sans être le plus efficace possible. Parce que quand j'ai dit 13 millions de Français exclus et 12 millions de jeunes scolarisés, là, il faut absolument aujourd'hui que l'on ait une volonté, une position claire, nette et forte de l'État pour la question du numérique à l'école. Et je m'explique en 30 secondes. L'image de l'élève qui maîtrise mieux l'outil que le prof. C'est de moins en moins vrai, mais ça peut encore être vrai du point de vue technique. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est pas parce qu'on sait faire marcher la tablette, le smartphone ou l'ordinateur mieux que son prof qu'on maîtrise ce qu'est le numérique. Et donc l'enjeu, c'est presque des cours fondamentaux d'apprentissage de ce qu'est le numérique. Filtrer ce qu'on y trouve, hiérarchiser l'information, qualifier sa véracité, savoir comment on perd du temps ou on en gagne. Vous me le disiez, je vous ai dit que j'allais siphonner votre idée. Donc je la reprends, c'est pas parce qu'on a un maillot de bain qu'on sait nager. C'est pas parce qu'un jeune sait faire marcher un outil qu'il maîtrise le numérique. Et je pense que là, il y a besoin d'un programme fort et déterminé d'apprentissage citoyen du numérique au-delà des outils d'éducation numérique, ou numérique d'éducation, plus exactement. Et on ne pourra pas lutter contre l'exclusion pour favoriser l'inclusion numérique si, en même temps, on n'a pas tout de suite été actif, opérationnel et efficace en direction des 12 millions de
de jeunes Français auxquels on peut tout de suite apprendre tout ce qu'il faut pour éviter l'exclusion numérique. Et là, je me tais, et j'ai fait 9 minutes au lieu de 6, j'en suis désolé. Merci. Merci, Fabrice Boulet. C'est 30%. C'est la même proportion, grosso modo, des personnes qui sont... Il y en a qui proposaient de faire plus avec moins. J'ai fait un peu plus aussi. Ça, c'est cadeau, hein, Jean-Antoine. Voilà, Jean-Antoine. Donc, je vous laisse prendre le micro, Jean-Antoine, puisque, effectivement, cette perspective donnée par l'ADF, est-ce qu'aujourd'hui le Cantal y adhère? Et est-ce que vous reconnaissez effectivement dans les propos de Claude Riboulet, et puis plus précisément, comment vous allez faire, comment vous allez vous impliquer, vous, dans cette question de l'inclusion numérique? Merci de passer à cette question. En fait, le département, il s'inscrit dans une histoire qui date de 98, Cybercantal. Et on essaie aujourd'hui d'imaginer le poste Cybercantal avec toutes les évolutions qui ont lieu depuis 98, avec la téléconsultation, la télémédecine, avec les ENT dans les écoles. On essaie aujourd'hui d'aller un peu plus loin. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'il ne peut pas y avoir de territoire exclu. Le département de Cantal, vous l'avez tous compris, hein, c'est un département qui est montagneux, qui est enclavé, avec des populations qui sont âgées, qui sont souvent isolées. Et donc notre objectif pour ce département, et ça on retrouve la philosophie qu'a pu donner tout à l'heure Claude sur l'orientation, l'objectif des départements, c'est faire que dans tous les territoires, on ait les mêmes services, ou l'accès aux mêmes services. Et donc le numérique est une solution, une des solutions à cet engagement. Donc aujourd'hui, on a lancé la téléconsultation, on a fait un atelier hier très intéressant à l'hôpital d'Aurillac avec des médecins qui ont expérimenté, qui ont donné le retour de cette expérimentation qui apporte un plus sur la totalité des territoires. Et le souhait aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. D'aller plus loin pour avoir un schéma de développement des usages numériques au niveau départemental. Pourquoi? Parce que le département étant divers, on ne peut pas imaginer qu'une communauté de communes qui représente environ 16 000 habitants puisse développer un usage numérique de manière complet et aussi complet qu'une autre communauté de communes comme celle d'Aurillac qui représente 56 000 habitants. Et on ne peut pas imaginer qu'il y ait une différence de traitement parce qu'on habite dans le Nord Cantal et non pas autour d'Aurillac. Et Aurillac a besoin des villes du Nord Cantal et des Cantaliens du Nord Cantal. Donc il faut aussi qu'on ait cette harmonie dans le traitement de tous les Cantaliens et qu'on apporte ce service. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'organiser un schéma de développement des usages numériques sur différents thèmes. Tout ce qui est administration, pourquoi? Parce que ça rentre dans le schéma d'accès aux services publics. On a, nous, adopté le schéma d'accès aux services publics. Il y a tout un volet numérique, mais ce volet numérique, il faut qu'on arrive à le compléter via notamment le schéma départemental des usages numériques. On a aussi tout ce qui est éducation. On a travaillé déjà avec les ENT, mais il faut aussi voir si on ne peut pas développer encore l'offre de services en matière d'éducation. On veut aussi développer en matière de tourisme, en matière de culture. On a aujourd'hui sur le site du département un accès à des offres culturelles qui sont proposées à tous les Cantaliens. L'idée aujourd'hui, c'est de développer cet espace culturel et peut-être d'offrir des aides à la totalité des Cantaliens. On a l'aide aussi transport, parce qu'on a aujourd'hui une application Mobilis qui existe, et tout ça, c'est comment on va essayer d'harmoniser tout ça, de rendre tout ça plus efficace et de le permettre à tout le monde. Alors comment on a imaginé ça? Vous savez, on essaie d'être efficace à plusieurs, donc on a organisé des réunions de concertation avec la totalité des communes, des communautés de communes, des pays, et on essaie de faire une cartographie de tout ce qui existe, de tout ce qui pourrait être intéressant sur ces territoires. On est en train de faire cet inventaire, on va collationner tout ça dans le mois de septembre, octobre de cette année, et à la suite de ça, on va organiser des débats pour essayer d'imaginer un travail de concertation, essayer d'être efficace tous ensemble. En étant efficace ensemble, peut-être qu'on sera un peu moins cher pour toutes les collectivités. L'idée, c'est effectivement de faire plus avec un peu moins d'argent dépensé et plus dans l'intérêt de tous les Cantaliens. Donc l'objectif, il est là. J'espère que dans l'année 2019, on aura un schéma qui sera effectivement adopté. Peut-être que pour
Ruralytique 2019, on pourra présenter ce schéma départemental des usages numériques si on est arrivé à le finaliser. Voilà. Merci, merci Jean-Antoine Moins. Donc un schéma qui se fabrique dans la concertation avec les territoires, avec les communes, qui sont aussi en première ligne de l'action sociale, à travers notamment les centres communaux d'action sociale. Donc Pierre Matonnier, maire d'Aurillac, commune de 26 000 habitants, non mais c'est important, hein, le millième compte, 26 000 habitants. Donc vous avez décidé finalement de vous autosaisir de cette question-là, en concertation avec votre écosystème et avec le département notamment, vous autosaisir à travers la mise en place progressive d'un plan communal d'inclusion numérique. Oui, tout à fait, puisque le constat, il y a 3 ans, nous avons fait des assises du numérique, nous avions mobilisé tous les acteurs de proximité du numérique. Ce qui est ressorti sur la ville d'Aurillac, c'est qu'il y avait une pluralité d'acteurs qui travaillaient en tuyau, hein, donc qui ne se connaissaient pas entre eux. Il se faisait déjà beaucoup de choses sur ce numérique de proximité, mais il n'y avait pas de cohérence communale, et surtout, le fait, mais ça a déjà été soulevé par tous les intervenants, même au sein d'une ville, le vrai danger, ce sont les invisibles. Ce sont ceux que nous ne voyons pas, qui ne vont pas au plus près des élus, et qui se retrouvent de fait exclus. Et au sein même de la ville, ces publics fragiles peuvent constituer des périls pour le vivre ensemble. Donc, la réflexion qui est ressortie de ces assises du numérique, c'était de quelle façon on peut mobiliser tous les acteurs, sachant qu'il y a déjà beaucoup de moyens qui sont en place sur le territoire commune comme Aurillac. Je ne parle pas d'une commune rurale qui n'avait pas les infrastructures, mais on est quasiment fibré sur la totalité de la commune. La 4G fonctionne on n'a pas de zone blanche sur la ville d'Aurillac. Donc aujourd'hui, c'était le moyen de développer ces usages, de permettre à tous d'accéder à ces usages. Et donc la réflexion que nous avons menée à partir de ce constat, c'était comment fédérer, structurer, faire une offre cohérente au niveau du territoire. Et les partenaires, bien les partenaires, on les a déjà, on a les centres sociaux, le CCAS, bien sûr, acteurs majeurs hein, pour remplir les dossiers, pour accompagner les publics fragiles, mais on a aussi les CLIC, les aînés du territoire, on a les personnes fragiles, les enfants, ça a été dit, mais c'est un sujet où il y a des assistantes sociales dans toutes ces écoles primaires hein, et maternelles. Donc on a ce travail de proximité où on peut être au plus près des personnes fragiles et qui est l'enjeu. Je ne m'inquiète pas pour les CSP+, ils ont l'accès au numérique, ils ont tous les éléments, mais aujourd'hui c'est les publics fragiles, donc de l'ordre de 30 à 35%, je dirais, sur le territoire aurillacois, auquel il convient d'apporter des réponses. Donc, développement d'un plan en concertation avec tous les acteurs, donc recrutement d'un chargé de mission numérique, donc c'est la mission, il est dans la salle, là, et je suis très heureux que la région, d'ailleurs, je remercie à nouveau la région de financer ce poste à 80%, parce que je pense que c'est un vrai sujet, non pas de faire, c'est pas un informaticien qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui déclenche l'action de faire. Donc, c'est la démocratie de proximité, comment on touche les aînés qui aujourd'hui sont hors des radars, comment on touche les publics fragiles qui n'ont pas Internet chez eux, il y en a, donc comment on développe les espaces publics numériques en accès libre pour permettre aux uns et aux autres d'avoir accès à tous les outils, comment on fait de l'éducation au numérique, un passeport numérique sur la ville d'Aurillac, ça peut être une très belle ambition, parce qu'aujourd'hui, il y a à la fois de la technique, mais la technique est devenue plutôt très ergonomique, c'est pas trop le sujet, mais il n'empêche qu'il y a aussi une éducation à la prudence. Il faut savoir que le premier délit sur la ville d'Aurillac, c'est la fraude, l'arnaque à la romance, hein, qui se fait par les outils numériques. Et on a des aînés qui ont dépensé l'année dernière 60 000 € pour une histoire d'amour en Afrique qui n'a jamais eu lieu. Donc ça fait partie de l'éducation qu'on doit tenir au plus près de nos concitoyens, parce que le numérique est un outil extraordinaire, ça peut être aussi un danger, ça peut être aussi une forme de lynchage médiatique. Donc il y a une éducation à tenir, ça fait partie des projets que nous développons. En tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est que ce moyen sera efficace si on est au plus près des publics. Donc, il faut nécessairement mobiliser tous les acteurs qui aujourd'hui existent sur un territoire comme la ville d'Aurillac. On a des centres sociaux qui font un travail remarquable de formation, mais il faut donner l'information d'une manière plus générale. On a aussi accompagné
par le biais de l'OCA, l'Office de commerce, les associations de commerçants, qui sont demandeuses de fédéralisme pour créer des outils de proximité, notamment sur le commerce de centre-ville. Il y a bien sûr des applications immédiates qui sont un enjeu majeur pour les années à venir, qui sont celles des transports et du stationnement et de la mobilité d'une manière générale. Mais là aussi, si on fait de la mobilité pour quelques-uns, ça ne fonctionne pas. Il faut que ces outils soient faciles d'accès et mobilisables par les uns et les autres, et que cette éducation se fasse encore une fois au plus proche du terrain et des besoins. Donc ce sera la mission de se charger de mission du numérique, qui devra... alors la démocratie locale, je ne vous en parle même pas, les conseils de quartier aujourd'hui sont demandeurs de réseaux sécurisés pour communiquer entre eux. Donc le travail de proximité, je m'aperçois qu'il y a énormément de concitoyens de nos villes qui ne connaissent pas des informations sur ce qui se passe dans leur quartier à 200 mètres. Donc on a un sujet de lien social, de transversalité au sein même de la ville, mais encore une fois, le vrai danger, c'est que ce ne soit pas pour quelques happy few, mais que ce soit bien pour tous les citoyens, et particulièrement ceux qui en ont peut-être le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui éloignés de ces outils pour des raisons financières, pour des raisons de formation, pour des raisons aussi de mobilisation. Donc je crois que là, c'est pour nous un sujet ambitieux, mais qui aujourd'hui donne tout son sens à la ville. La ville, c'est la proximité, et si on veut qu'elle soit inclusive, il faut que notre numérique soit aussi un outil de l'inclusion et un complément absolument nécessaire. Merci. Merci beaucoup Pierre Matonnier. Effectivement, il y a un des enjeux derrière qui est d'éviter le renoncement aux droits, parce qu'on est dans une démocratie, un certain nombre de droits, et on est dans une action citoyenne qui consiste effectivement à épargner à certains qui sont déjà en difficulté de tomber un peu plus bas, et ce sera d'autant plus difficile de les relever. Il y a ces publics-là, donc on l'entend, mais Pierre Matonnier en a parlé, il y a aussi les artisans, les commerçants, les acteurs du tourisme, les professionnels. C'est pas du tout la même situation, sauf que eux, en matière effectivement de développement, de business, étant donné leur éminente contribution à la richesse du territoire, eux aussi, il faut les accompagner dans cette démarche-là. Et c'est ce qu'a résolu, je crois, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à travers un certain nombre d'outils et de démarches dont je vais laisser Samy Kefi-Jérôme, qui est conseiller régional délégué à l'e-administration, nous parler. Le Conseil régional a résolu totalement, mais nous sommes en passe d'y arriver. De la même manière que nous voulons une région 100% connectée, donc c'est 100% des habitants, et 100% de réussite. Pour cela, nous souhaitons inclure bien sûr tous les publics, et l'intervention tout à l'heure de mon collègue élu régional Emmanuel Ferrand sur les agriculteurs en illustration, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur lieu d'implantation géographique et bien sûr leur secteur d'activité, et notre objectif, et ça a été dit, c'est pour ça que la richesse, la diversité des échelons d'acteurs territoriaux autour de cette table montre que chacun peut jouer sa partition, et c'est le souhait de le renvoquer justement que la région se concentre sur ses publics, et donc en priorité l'économie avec les compétences renforcées par la loi NOTRe, et peut-être en parlons tout à l'heure sur les lycées. Mais concernant l'économie, nous avons 3 leviers. D'une part, accompagner la transformation numérique des entreprises. C'est la moitié des TPE-PME qui ne font pas du numérique un enjeu aujourd'hui. La moitié sur notre territoire, ce qui est assez alarmant. Et donc nous avons, et Juliette Jarry, vice-présidente au numérique, était présente les 2 jours précédents, et vous a présenté, je pense en détail, je sais en détail, la solution numérique. Formé aux compétences numériques, le campus régional numérique, avec ses campus hors les murs, il y a eu de labellisation notamment, par exemple, avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Aurillac, avec les techniciens THD. Et enfin, le développement de la citoyenneté et de la confiance, vous l'avez évoqué à l'instant. La feuille de route numérique est notre outil pour cela. Je pense qu'à force de l'entendre, vous devez tous et toutes la connaître par cœur. Aristote disait « enseigner, c'est répéter ». Donc, je me permettrai de rappeler quelques éléments avec un focus sur les entreprises. Le premier, c'est bien sûr le pilier 1 sur les infrastructures. Vous avez déjà eu des interventions brillantes sur ce sujet-là. Mais tout de même, l'an passé, en ouverture, Laurent Wauquiez, la région avait évoqué qu'il y a 10 ans, on pensait qu'en amenant les infrastructures sur l'ensemble des territoires, cela suffirait. Aujourd'hui, nous réalisons, et cette question de l'inclusion est un enjeu crucial, et nous réalisons que apporter la technique, apporter l'infrastructure, apporter le haut débit ne suffit pas et ne suffira pas. Et lorsque, par exemple, en tant qu'élu régional, nous faisons les réunions publiques sur l'arrivée d'un point de mutualisation, plus nous sommes dans un territoire rural,
plus il y a d'affluence dans ces réunions. On peut se retrouver avec 25% de la population de 2-3 communes présentes dans ces réunions. 500-600 personnes, il y a beaucoup d'élus qui aimeraient bien faire des réunions avec 500-600 personnes spontanément, mais ça montre l'appétence, la curiosité et les interrogations qu'il y a là-dessus. Et cela nous invite à tous et toutes à beaucoup d'humilité. Parce que quand vous avez des interventions, par exemple, d'une dame qui nous dit « j'ai 85 ans », et déjà passer du téléphone public au téléphone chez moi, ça a été une avancée majeure. Donc elle ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin du très haut débit. Et donc, quand vous voyez toutes ces interventions, vous parlez des personnes, de nos concitoyens qui sont invisibles, qu'on ne voit pas, et qui parfois se manifestent à travers ces réunions, eh bien c'est une action collective que nous devons vraiment mener, où chacun doit jouer sa partition. Le deuxième pilier qui répondra à votre question, c'est cette région créatrice d'emploi. Nous avons, avec Laurent Wauquiez, par exemple, le souhait de faire du social par le travail. C'est la même chose pour le numérique. Nous saisissons l'opportunité de la transformation du numérique des entreprises pour apporter et renforcer les compétences de l'ensemble des actifs par l'entreprise. Donc cela passe par, bien sûr, la solution numérique avec différentes actions possibles, hein, soit je me forme ou je passe à l'action, des MOOC avec du e-learning, mais là encore, tout le monde ne va pas se connecter spontanément sur des plateformes de e-learning pour apprendre et des plateformes pédagogiques pour apprendre à se former et découvrir les compétences numériques. C'est pourquoi nous accompagnons aussi les acteurs numériques de demain. Claude, tout à l'heure, l'a évoqué sur la population des lycéens, mais tout de suite, post-bac, ou même à partir de 16 ans, nous offrons avec le campus région une nouvelle façon d'apprendre. Nous prenons tous les publics, quel que soit leur diplôme. C'est des questions de motivation et de logique et d'assiduité qui seront les enjeux pour recruter. Nous avons un campus région qui est ouvert à Lyon, en préfiguration, avec déjà 500 apprenants l'an passé, 800 cette année, et nous envisageons 3000 sur l'ex-siège de la région à Charbonnières, où il y aura 10 000 m² aménagés, justement pour faire cela. Mais tout ne se passe pas à Lyon, c'est évident, et donc, Juliette Jarry, chaque session régionale eh bien, fait des labellisations de campus hors les murs. J'évoquais la formation à Aurillac, mais il y en a sur l'ensemble du territoire. Donc nous faisons en sorte qu'il y ait le navire amiral sur le campus région et l'acquisition des compétences numériques, la transition numérique des entreprises, notamment de l'industrie, à Lyon maintenant et à Charbonnières demain, mais sur l'ensemble du territoire. Et enfin, nous devons développer l'employabilité des jeunes et des actifs qui sont en reconversion, c'est ce que nous faisons avec ce campus, et avec un accent spécifique, et ça là-dessus, ce sera notre cheval de bataille avec Juliette Jarry, j'en suis un apôtre, c'est la place des femmes dans le numérique. Ce n'est pas normal que dans un métier qui est possible pour toutes et tous, il n'y ait que 28% des actifs dans ce secteur qu'ils soient des femmes, qu'il y ait sur les créations d'entreprises dans le numérique 8% qui soient créées par des femmes. Et donc, nous allons, dès le plus jeune âge, peut-être déjà dans les lycées parce que c'est notre public cible, accompagner les jeunes, et notamment les jeunes filles, pour justement casser les représentations, comme quoi c'est quelque chose de geek où on est derrière son ordinateur 24 heures sur 24 dans sa chambre avec une pizza et du coca, mais au contraire c'est quelque chose qui est accessible à tous, avec vraiment des opportunités d'emploi et de compatibilité entre la vie professionnelle et la vie familiale. Merci Samy Kefichero. Il y a peut-être une autre population qui a besoin d'inclusion, ce sont les élus locaux. Je rappelle que les élus locaux sont effectivement parmi les populations les moins présentes, notamment sur les réseaux sociaux. Pour des raisons qu'on peut imaginer. Mais... Sur ce sujet, je pensais y venir tout à l'heure, mais on me tend à la perche, en tout cas je la saisis. Sur les élus locaux, bien sûr que c'est un public qui a besoin d'inclusion. Et sur cette dimension-là, donc je vous invite toutes et tous le 8 octobre aux Assises des libertés locales, au siège de la région. Justement, on travaillera sur ces éléments-là et vous verrez tous les accompagnements possibles pour les EPCI, pour les maires, pour les communes de la région, et notamment cet élément-là. Juste une petite chose sur la question de l'inclusion quand même, parce que c'est ce dont je m'occupe à la région, à la e-administration, sont exclus un certain nombre de concitoyens déjà hors numérique de notre dédale administratif et de la difficulté des démarches administratives déjà sous format papier. Et donc, en effet, nous dématérialisons, mais le passage du format papier d'un certain nombre de démarches administratives, ce que nous essayons de faire à la région, et ça prend du temps, en tout cas nous tentons de le faire en collaboration avec les différents EPCI et départements, c'est saisir l'opportunité non pas de simplement passer du papier à une version numérique,
mais de simplifier et de se dire qu'on peut travailler tous ensemble pour qu'il y ait un point d'entrée unique et que derrière, sans couture, nous puissions apporter la solution à nos concitoyens. Et là-dessus, Claude a été modeste sur l'ensemble des propositions de l'Assemblée des départements de France. Mais nous réfléchissons, notamment à une initiative qui est dans le département de la Loire, qui est un numéribus et qui va sur les places des villages, au moment des marchés, pour justement toucher ces populations qu'on ne touche pas, et pour les aider à faire leurs démarches administratives, pour les aider à comprendre le numérique, pour éviter des arnaques comme celles que vous évoquez, et donc pour faire en sorte que nous allions au plus près des populations. Il ne suffit pas de se contenter de mettre en place des plateformes à distance, il faut aller au plus près, et ce que fait l'ADF est exemplaire dans ce domaine-là, et nous, en tant que région, bien sûr, nous réfléchissons à vous accompagner là-dessus. Merci Samy Guéfi-Jérôme. Je vais demander donc à Dominique Marnier de la Fédération Famille Rurale et à Guy-Pierre Sachot du groupe La Poste de nous rejoindre pour la seconde partie de cette table ronde. On a vu la vision des élus. Tout le monde reste en place. Il y a de la place pour tout le monde, comme on dit. Sur le terrain des territoires, effectivement, alors il y a effectivement le groupe La Poste avec cette armée de 253 000 postiers qui est au contact direct des populations également. Et je voulais d'abord demander à Dominique Marnier, côté famille rurale, son sentiment par rapport à ce qu'il a entendu du volontarisme politique. On l'a vu sur toutes les strates. Voilà, est-ce que ça vous parle? Et vous, quel diagnostic faites-vous de l'exclusion numérique en milieu rural spécifique? D'ailleurs, bonjour à toutes et puis bonjour à tous, et puis merci de nous avoir invités effectivement pour que je puisse apporter la réponse des familles rurales et puis de familles rurales du mouvement que j'ai la chance de présider. Alors, très rapidement, je voudrais revenir sur des chiffres qui ont déjà été évoqués ce matin, qui me paraissent importants sur le rapport de la mission Société numérique qui a été rendu public au mois de mai. Effectivement, si plus de 80% de la population approuve la transition numérique et l'inclusion numérique, bien évidemment, on s'aperçoit quand même que c'est 13 millions de personnes qui se sentent en difficulté par rapport à l'usage du numérique, ce qui veut dire qu'il y a un tiers quand même de la population qui demande, qui trouve nécessaire un accompagnement auprès des familles pour qu'elles puissent donc profiter de cet avantage du numérique. Donc c'est quand même des chiffres qui sont très importants. 30% de la population ont besoin d'un accompagnement, on se rend compte effectivement, ça conforte ce que vous avez dit, donc messieurs, ce matin par rapport à tout ça. Donc la fracture numérique, c'est une réalité, c'est vraiment une réalité qui, et puis pour nous en famille rurale, c'est pas une surprise. Très rapidement en famille rurale, donc c'est le premier mouvement familial en France, il y a 165 000 familles adhérentes qui sont réparties sur 2200 associations locales, on est présent sur 80 départements, donc la réalité locale, on la connaît. Ce sont des associations qui, en partenariat avec les collectivités, montent des actions, des services au profit des familles. Je ne vais pas m'étaler sur ça, mais effectivement, on a des remontées très fréquentes. Et quand on voit le numérique qui avance, on voit bien. Donc les chiffres du rapport qui ont été rendus confortent nos résultats parce que nous, on était effectivement vraiment très conscients de ces difficultés que les familles rencontrent sur les territoires ruraux. Alors je dirais très rapidement, il y a deux grands facteurs qui contribuent à cette exclusion. C'est déjà la non-connexion des territoires, enfin la couverture numérique qui n'existait pas partout. Et ça, je sais qu'il y a quand même une volonté politique très forte de mettre de l'Internet sur le réseau, mais malheureusement, il y a quand même beaucoup de villages, on l'a encore vu hier soir d'ailleurs au restaurant, il y a beaucoup de zones, c'est une réalité quand même. Donc je salue les efforts qui sont faits et la volonté politique d'arroser tout le territoire, mais pour l'instant c'est quand même une réalité. Et puis il y a beaucoup de villages, des petites communes très rurales, mais des familles qui habitent et qui ont des réelles difficultés pour se connecter. Et puis bien sûr après, et là j'ai bien aimé l'expression du représentant du département de France qui disait il ne suffit pas d'avoir un maillot de pain pour savoir nager. Et bien là c'est pareil, utiliser le matériel, déjà pour certaines familles qui sont en situation pas de précarité, il y a simplement de fragilité, l'équipement c'est un certain budget, ça coûte cher. Pour certaines, c'est inaccessible, il faut le savoir quand même. Et puis après, il y a l'usage numérique. Et puis un élément important, parce que des fois, on a des conclusions qui sont un peu trop actives, à dire c'est les personnes âgées qui ont des difficultés. Ben, je crois que là aussi, dans notre réseau famille rurale, ce n'est pas que les personnes âgées. Il y a même les jeunes, des fois, qui sont en situation de difficulté. Il y a des jeunes parents, il y a des familles. Ça touche quand même l'ensemble de la société, ça touche l'ensemble de la famille. Et ça, je crois que c'est important. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que
la transition numérique, elle est très rapide. Nous, à Famille Rurale, bien sûr, on est pour, parce qu'elle offre en même temps des grandes opportunités de développement. C'est une grande chance pour les territoires ruraux, c'est une grande chance pour les familles du territoire rural qui éprouvent des fois des difficultés. Donc on n'est pas contre, mais ce qu'on dit, c'est attention, et puis apportons des réponses et puis un accompagnement au plus près de ces familles. Donc là, le rôle des pouvoirs publics est important. Voilà, on l'a vu ce matin, donc avec vos interventions, monsieur le représentant politique de la région et du département. Même il y a une véritable volonté gouvernementale d'appuyer l'accompagnement sur les familles, mais on s'aperçoit que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce qu'il faut aller au plus près des familles. Alors je sais bien que l'accompagnement, des fois, en milieu urbain, il peut y avoir effectivement des structures d'accueil des familles en difficulté, mais dans les territoires ruraux, c'est une réelle difficulté. Et nous, à Famille Rurale, d'ailleurs, c'est une chose qu'on s'est rendu compte depuis très longtemps, parce que si aujourd'hui il y a un besoin d'accompagnement pour le numérique, c'était déjà vrai pour les démarches administratives, ça a été évoqué tout à l'heure, même quand elles étaient sous forme papier, il y avait déjà une partie de la population qui était en réelle difficulté par rapport à ces démarches administratives. Donc nous, à Famille Rurale, depuis 20 ans, on avait créé des relais familles. Les relais familles, c'est ce qui correspond au tiers-lieu d'aujourd'hui, donc des lieux d'accueil de familles, de proximité, pour recevoir ces familles, donc des lieux d'accueil, de convivialité, mais qui consistaient à les aider. Donc là, on a un partenariat avec le ministère de l'Intérieur, justement, pour essayer de développer des zones d'accueil, justement parce qu'ils se sont rendus compte, ça a été évoqué tout à l'heure, je ne reprendrai pas l'expression qui a été dite, mais quand on dématérialise des services comme l'obtention des cartes grises, de la carte d'identité, qu'on ferme les guichets même dans les territoires ruraux, alors il y a un sentiment d'abandon des territoires ruraux des familles par rapport à la fermeture de ces guichets, mais si en plus au niveau numérique, on n'est pas en capacité, pour les raisons que j'ai évoquées, d'avoir accès à ces services, donc c'est vraiment un sentiment d'abandon qui peut être doublement... Parce que du coup, le service disparaît vraiment. Il disparaît vraiment, et là, il y a vraiment une forme de sentiment d'abandon des populations rurales qui est très fort, d'ailleurs, qui s'exprime au moment des élections, je ne reviens pas dessus, mais un sentiment d'abandon qui est très fort, et là, l'accompagnement est vraiment primordial. Donc, on a un réseau associatif très fort, 2000 associations locales, il y a des salariés, donc là, en partenariat avec le gouvernement qui va nous soutenir, on demande d'ailleurs un soutien accru, on va pouvoir accueillir les familles, les soutenir, les aider dans leur démarche administrative. Et puis aussi, un dernier point, on est quand même satisfait de notre démarche, c'est qu'on a répondu à un appel à projet européen. On va pouvoir profiter donc de fonds européens, parce qu'on a été retenu, justement pour créer des tiers-lieux sur un grand nombre de départements, en partenariat donc justement avec les collectivités, mais également un partenaire important qui sont les caisses d'allocation familiale, les CAF, la MSA, des acteurs très locaux, qui sont au plus près des familles sur les territoires. Donc pour être en capacité, donc ces tiers-lieux, je ne reviendrai pas dessus, parce qu'il y a des très beaux exemples qui ont été donnés pendant ces 2 jours, notamment dans le département de l'Aveyron, au proche, à Arbieux, là. Donc des lieux là où effectivement, qui sont absolument nécessaires pour les familles dans les territoires ruraux. Voilà, parce qu'il y a un vrai potentiel du numérique. Il faut savoir en profiter. N'en faisons pas une exclusion pour certaines familles, n'abandonnons personne au bord de la route, mais accompagnons tout le monde, c'est le message que je voudrais faire passer. Merci, merci. Merci beaucoup Dominique Marmier, président de Famille Rurale. Effectivement, ces lieux, finalement, ce ne sont pas des lieux, c'est des gens, c'est des lieux de médiation, donc des gens qui parlent à des gens. C'est la valeur ajoutée de l'humain, on est en train de la restaurer, me soufflait Claude Riboulet. Le numéribus, il n'est pas intéressant parce que c'est un bus, il est intéressant parce qu'il y a des gens dedans. Et on sent bien que sur cet aspect de la médiation numérique, on a besoin de contact humain. Alors, Guy-Pierre Sachot, La Poste, on a 253 000 points de contact humain sur les territoires. Oui, c'est chaque postier. Est-ce que... Alors, on sait votre application dans le programme de déploiement des maisons de services au public, mais là, plus précisément, est-ce qu'on peut dire, on en parlait ensemble, aujourd'hui, on peut passer son code de la route sur tablette à la poste, avec des postiers qui vont vous permettre de vous accompagner, faire de la médiation numérique, vous utilisez un outil numérique de fait pour passer une épreuve qui est le code de la route, avec un enjeu de mobilité derrière, je ne fais pas de dessin. Donc, est-ce que finalement la Poste qui a pris son virage numérique il y a déjà plus d'une dizaine d'années, est-ce qu'elle a vocation à devenir elle-même une organisation qui fait de la médiation numérique, voire même de la formation numérique? Alors, oui. La réponse est oui. Merci Guy-Pierre Sachot. Je vais vous quitter. On va essayer d'expliciter ça de manière un peu détaillée. C'est un bon exemple de barrer du code de la route et des tablettes. Parce qu'il y a
3 ans. Quand on passait son code de la route, on était plusieurs dizaines de candidats réunis dans une salle, et puis on projetait des diapos, on avait chacun notre petit boîtier, et puis on répondait A, B, C. Aujourd'hui, c'est très différent. D'abord, on peut s'inscrire sur Internet, choisir son opérateur pour l'examen du code, et puis voilà. Le jour de l'examen, c'est sur une tablette, et chaque candidat a des questions qui sont différentes de celles de son voisin. Alors, il ne faut pas être un expert du numérique pour passer le code. L'usage de la tablette, c'est voilà, un doigt qu'on passe au bon endroit sur la tablette et on répond aux questions. Mais c'est déjà un début de médiation avec le numérique. Vous avez raison. De mise en familiarité. Voilà. C'est pas la première situation dans laquelle la Poste familiarise les Français avec le numérique. Aujourd'hui, tous les facteurs sont équipés de smartphones. Donc, si vous voyez remettre un colis ou un recommandé à domicile, que vous devez signer à l'accusé de réception, vous allez le faire sur un écran tactile, sur un smartphone. Donc déjà, c'est plus exactement la même chose que le crayon papier. Si vous allez au bureau de poste au moment des prestations sociales, ou même dans certaines opérations, on va vous mettre en présence d'outils numériques, et donc on va vous faire sur automate ou sur tablette un certain nombre de choses. Et donc, naturellement, dans toutes ces mises en situation, il y a un début de médiation. Mais notre réflexion est allée plus loin. C'est-à-dire que si nous avons un certain nombre de missions de service public, des missions notamment par exemple sur l'accessibilité bancaire, qui nous obligent à travailler sur les outils de la relation et notamment sur cette question de la médiation, notre réflexion nous a amené à nous poser des questions sur la manière dont nous pouvions aider les Français à mieux maîtriser les outils numériques. Alors, il y a 3 grands leviers qu'on peut utiliser. Le premier, il n'a pas été évoqué ici, je vais quand même en parler parce qu'il ne concerne pas que la Poste, mais il concerne finalement tous les opérateurs qui aujourd'hui utilisent le numérique comme levier d'interaction avec la population, qu'il s'agisse d'administrer, de clients, etc. Le premier, qui est très important quand on veut s'adresser à la population, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans un vocabulaire un peu technique le design de service. C'est la manière dont on va concevoir l'outil numérique pour faciliter l'usage. Vous avez tous des exemples de sites internet avec des usages qui sont très intuitifs, très faciles, très aisés, et puis vous avez tous des exemples de sites qui sont quand même très compliqués à utiliser. Et en particulier, on fait fausse route quand on imagine des services numériques où on transpose dans le numérique la réalité physique. Très bon contre-exemple de ce point de vue, ça ne va pas leur faire plaisir, j'espère qu'on ne voudra pas s'y dans la salle, mais je vais le citer, c'est nos amis de l'État, quand on fait une demande de certificat d'immatriculation en ligne. Qu'est-ce que ça y va. Ça y va. Non mais vous l'avez déjà dit, donc c'est pour ça que je peux pas reprendre cet exemple. Mais, si vous vous retrouvez sur Internet à faire la même chose que ce que vous devez faire au guichet, ça fait une expérience utilisateur qui est quand même pas très très fluide. Voyez ? Et donc le design de service, le design d'application, c'est un élément clé de l'intégration et de l'accès aux usages. Et à côté de ça, on voit des entreprises qui savent très bien faire. Je ne parle pas des GAFA, des Amazon, des Google et d'autres qui savent très bien faire, mais il y a aussi des Français qui savent très bien faire, et pour en citer quelques-uns. Moi j'avoue que par exemple, comme je fais partie des gens qui utilisent très régulièrement le train, quand je vais sur les applications de la SNCF, et notamment un certain nombre de leurs outils pour... C'est d'une facilité, c'est très intuitif, et c'est très bien fait. Et donc, du coup, il n'y a pas la rupture pour l'usage. Donc la conception, c'est un premier levier pour l'intégration. Et la Poste fait énormément d'efforts dans ce domaine, sur tous les outils qu'elle conçoit pour ses clients. Le deuxième levier, c'est la médiation, vous l'avez cité. C'est vrai que la Poste a ce travail quotidien d'accompagnement des populations dans ses bureaux de poste et dans les maisons de service au public où elle a élargi sa capacité. Et le troisième levier qui est le plus important, et sur lequel nous commençons à travailler, et je vais en parler de manière un peu plus détaillée, c'est la formation. Alors,
au risque de décevoir monsieur, si vous voulez, monsieur le président Boulet, je dis que je ne veux plus entendre parler de médiation. J'ai bien entendu ce que vous avez dit sur ce qu'est le rôle des départements dans la médiation. Vous avez raison de dire que c'est un mot qui désigne des réalités de politique publique qui font totalement sens et qui nous suffisent. Mais pour ce qui nous concerne, je ne veux plus qu'on parle de médiation, parce que la médiation, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas le définir. C'est-à-dire, en termes de contenu de service, je pose la question à 10 personnes, c'est quoi la médiation numérique? Et je l'ai fait l'exercice, j'ai 10 réponses différentes. Donc pour les médiateurs, c'est parfois difficile et ce sont des débats sans fin. C'est très difficile de construire un contenu de service sur le mot de médiation. En revanche, sur la formation, ça je sais faire. Ou plus exactement, c'est pas moi qui sais faire. Il y a des professionnels de cette formation qui savent faire. Et de ce point de vue, quand on pense formation, naturellement, moi je me retourne vers l'éducation nationale. Et là, nos collègues de l'éducation nationale, depuis maintenant plusieurs années, sont en train de réfléchir à quelque chose qui est arrivé et qui s'appelle PIX. PIX, c'est quoi? C'est un référentiel sur le numérique et qui a listé l'ensemble des compétences par domaine et des sous-compétences qui sont nécessaires pour naviguer ou plutôt utiliser de manière responsable le numérique. Donc il y a 777 micro-compétences identifiées qu'on peut classer dans un ordonnancement. Et PIX, c'est à la fois une plateforme de test, d'apprentissage et d'évaluation. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, ça a été fait par des professionnels de la formation, ça existe, et à partir du moment où j'ai un référentiel de formation, du coup, je peux construire des contenus de formation. Et donc, si je peux construire des contenus de formation, je peux proposer des formations, et l'intérêt du référentiel, c'est que ça va me permettre de valider si les acquisitions sont bien au niveau de l'objectif que je m'étais donné. C'est objectivable. C'est objectivable. Et alors ça, c'est très intéressant, parce que ça répond aussi à un certain nombre d'observations qui ont été faites ces dernières années et qui concernent la France, pas simplement d'ailleurs pour les personnes exclues du numérique dans la vie quotidienne, mais en entreprise. Hein, le dernier rapport du Conseil d'orientation de l'emploi nous dit très clairement qu'il y a une perte de compétitivité dans l'ensemble du pays par le défaut d'utilisation, d'usage et de maîtrise des outils numériques de l'ensemble de la population, et en particulier la population au travail. Et donc à partir du moment où on a des contenus objectivables, à partir du moment où on peut faire de la formation, il reste un obstacle à lever, c'est qui les médiateurs de formation? Donc c'est qui les formateurs? Et donc nous travaillons depuis plusieurs mois maintenant avec les collectivités locales, avec l'État, avec Pôle emploi, à former ce qu'on appelle des moniteurs numériques. C'est-à-dire des personnes qui vont pouvoir amener de la formation, mais pas pour proposer des contenus sur étagère, standard, et on va former tout le monde à la fin, pour former sur des parcours individualisés en fonction des besoins de chacun. Donc je peux avoir besoin d'aller sur Internet simplement pour être à l'aise dans la réalisation de démarches administratives, mais je peux avoir besoin d'aller sur Internet pour être présent aussi sur les médias sociaux, publier des contenus en ligne. J'ai entendu tout à l'heure des agriculteurs qui maîtrisent très bien tout ça. Et donc, en fonction des objectifs qu'on se donne, on pourra faire des propositions de formation à des niveaux différents. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on y travaille, on se donne un objectif, dont on va parler dans quelques jours, qui est un objectif qui vise à faire en sorte qu'à 2022, puisque c'est l'objectif de l'État qui veut avoir dématérialisé toutes ces procédures administratives à 2022, chaque Français ait pu accéder à une proposition de formation au numérique pour pouvoir utiliser dans sa vie quotidienne l'ensemble des outils numériques de manière responsable. Excusez-moi, j'étais très long. Merci Guy-Pierre Sachot. On est un petit peu pressé par le temps parce que comme vous avez traîné au café ce matin, forcément on a pris 20 minutes de retard. C'est pas de votre faute, c'est de la mienne. Donc ce que je vous invite à faire, c'est applaudir les panélistes de cette séquence. Merci beaucoup, puis on prolongera le débat au déjeuner comme on fait d'habitude. Merci beaucoup. Donc moniteur, formation, médiation, on l'a compris, tout ça pousse dans le bon sens qui est de fabriquer de l'inclusion numérique. Merci encore. Je vous demande de les applaudir à nouveau.